quelqu'un a pris un rendez-vous, puis a pris 3-4 rendez-vous pour être certain qu'il va en avoir un, bien, il fait mal à 3 cliniques. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait charger à cette personne-là 3 rendez-vous qu'elle a cancellés? Vous avez bien compris, le ministre dit qu'il y a des Québécois qui prennent des rendez-vous, qu'ils ne les annulent pas. Alors, ça veut dire que peut-être qu'à la maison, vous aussi, là, vous voudriez soigner l'otite du bébé, mais qu'il va falloir aller à l'urgence parce qu'il n'y a pas de place. C'est un exemple qui a été donné, Hugo. C'est frappant, c'est frustrant et c'est des centaines de milliers de rendez-vous qui, apparemment, sont perdus. Ben oui, c'est ça. 641 000 par année, selon notre collègue. C'est du stock, comme on dit à l'hôpital. Oui, beaucoup de rendez-vous. Puis vous avez utilisé le mot « perdu ». C'est le bon mot, c'est ça? C'est pas juste de dire « Ah, finalement, je peux pas y aller ». C'est des gens qui se donnent même pas la peine de téléphoner pour prévenir. Donc, il n'y a pas moyen de redonner le rendez-vous à quelqu'un d'autre. Parce qu'évidemment, il peut y avoir de bonnes raisons de ne pas aller à un rendez-vous, mais la moindre des choses, c'est d'aviser la clinique Il y a toujours quelqu'un sur une liste d'attente qui va dire « Oui, je suis prêt, je vais y aller. Oui, devancez-moi, je suis prêt ». Bien, c'est ça. Et puis, évidemment, bien, il y a beaucoup de négligence. Hein. C'est ça qu'on constate. Des gens qui oublient ou, comme le ministre le disait, des gens qui vont prendre plusieurs rendez-vous pour être sûr d'en avoir un, puis qu'après ça, s'en fichent un peu s'ils en laissent tomber certains. Et là, bien, oui, c'est une perte de productivité pour notre système. Ça mène à plus de rendez-vous dans les urgences. Puis c'est ironique parce que dans bien des services, que ce soit des salons de coiffure, des services d'entraînement dans un gym, par exemple, bien, si vous ne vous présentez pas à votre rendez-vous, bien, on va vous imposer une certaine forme de pénalité. Bien, oui. Depuis longtemps, certains dentistes le font. Exactement. Et là, bien, dans le cas des cliniques médicales, c'est moins fréquent qu'on voit ça, alors qu'il y a une grosse perte de productivité, on le disait. Puis là, je ne vous parle même pas des chirurgies. Il y a aussi des milliers de chirurgies, semble-t-il, qui sont annulées parce qu'il y a des gens qui ne se présentent pas. Puis là, c'est encore pire parce qu'imaginez les ressources gaspillées, mobiliser du personnel, du temps opératoire. C'est un peu l'effet pervers de la gratuité, hein, bien sûr, quand ça ne coûte rien dans un système public universel. Des fois, ça mène à certains gaspillages, des gens qui sont négligents. Et là, bien, ça fait quelque temps déjà que le ministre pense à cette idée d'imposer des pénalités à ceux qui n'honorent pas leur rendez-vous. Est-ce qu'il y aurait de l'acceptabilité sociale pour ça? Là, c'est un petit peu la question. Puis surtout, comment on opérationnaliserait ça concrètement? Est-ce que ce sont les cliniques qui factureraient des montants? Est-ce que c'est la régie de l'assurance maladie? Comment on ferait pour récupérer cet argent-là? L'autre élément de réflexion, c'est que peut-être avant d'en venir là, il faudrait rendre plus efficient la façon qu'on a au Québec de prendre des rendez-vous. C'est sûr que si pour annuler un rendez-vous, il faut que vous appeliez, puis que là, ça prend des heures au téléphone, bien, ça incite à la négligence. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un système de texto pour confirmer les rendez-vous? J'allais vous le dire, bien, j'allais prendre mon téléphone pour ça. Ils nous avertissent, ils nous disent « confirmez ou pas, vous serez là demain ou tantôt ». Exact. Il y a déjà certaines cliniques qui le font, mais c'est pas généralisé. Sauf que là, on parle de transformation numérique de l'État. Et là, bien, je vous laisse imaginer ce que ça suppose. C'est pas si évident que ça. Mais ça fait partie de la réflexion. En tout cas, on sent qu'il y a une impatience là, qui grandit face à cette négligence. Toute ma carrière de journaliste, on a parlé d'abolir les barrières interprovinciales. J'ai vu des communiqués écrits avant même le début de certaines réunions pour dire qu'on s'engageait à... Mais on doit presque créditer M. Trump pour les développements dans ce secteur-là au Canada. Oui, bien, c'est ça. Visiblement, c'est des choses qui auraient dû être faites depuis longtemps, qu'on a négligées. Là, les premiers ministres des provinces, premiers ministres du gouvernement fédéral se sont rencontrés cette semaine puis disent, bon, on est prêt à agir concrètement, là, puis à le faire rapidement pour faire en sorte qu'il y ait moins de barrières. On pense, par exemple, au commerce de l'alcool, permettre aux gens de faire leurs achats là où ils veulent. On pense à la mobilité des professionnels entre les provinces, que les compétences soient reconnues. Bon, quelques observations là-dessus. Oui, d'abord, effectivement, dommage de voir qu'il faut attendre d'être acculé au pied du mur avant de bouger. Ensuite, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Ce n'est pas ça qui va entièrement compenser les pertes essuyées par les tarifs américains. Bon, commerce de l'alcool, c'est quand même un créneau limité. Puis il y a aussi au Québec la barrière linguistique. Il ne faut pas oublier, si vous voulez avoir le permis de pratique d'un ordre professionnel, architecte, ingénieur, médecin, bien, il faut que vous maîtrisiez le français. C'est normal, on ne veut pas aller justement à l'urgence et puis qu'il n'y a pas de médecin qui parle français. Bref, il y a un frein dans ce cas-ci, effectivement. M. Legault dit qu'il va falloir que ça se fasse dans le respect là, de la spécificité linguistique du Québec. Bon, il va y avoir un budget au Québec cette année. 25 mars, oui. Il y avait un peu de flottement au sein du gouvernement à savoir est-ce qu'on attend pour être sûr de ce qui se passe aux États-Unis. Mais là, finalement, on ne sera jamais sûr de rien. Alors, ça va être le 25 mars, budget du ministre Éric Girard. Il va peut-être falloir, ceci dit, relativiser la valeur de ce budget-là parce que c'est possible que dans une semaine, deux semaines après le budget, les chiffres ne tiennent déjà plus. Un peu comme le budget juste avant la crise sanitaire. Rapidement, ça avait été mis au recyclage parce que ça valait plus grand-chose. Mais là, la question, ce qui se pose, c'est au moins de savoir quelle
quel est l'état actuel des finances publiques? Est-ce que le déficit est vraiment 11 milliards de dollars? Est-ce que c'est pire que prévu, comme nous le laissent entendre certains? Est-ce que le gouvernement va quand même vouloir maintenir la ligne dure, entre guillemets, puis dire non, il faut retourner à l'équilibre budgétaire? Ou est-ce qu'on va prendre prétexte de la crise actuelle pour se dire, on va remettre ça plus tard? C'est ça le gros point d'interrogation. Très bien, merci. Passez une bonne journée. Vous aussi. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.